Top idée de business à lancer au Canada. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscille Atanganandida et sur cette chaîne, je te partage toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi le top des business que tu peux lancer une fois arrivé au Canada. Je sais que l'un des éléments qui est vraiment le challenge quand on arrive au Canada, c'est trouver un emploi. C'est-à-dire, une fois que vous êtes sur le territoire, le premier élément de votre recherche, ça sera de trouver un emploi. Mais la recherche d'emploi a ses réalités. Donc, parfois, ça va vous exiger un retour aux études. Parfois, ça va vous exiger d'aller chercher une certification. Parfois, ça va vous prendre un certain temps. Mais une chose est constante, c'est que une fois que vous êtes au Canada, le système se met en marche. Les factures vont passer. Il y aura des charges à gérer, l'épicerie, l'alimentation, le loyer. Donc, quand vous êtes une fois sur le territoire, même si la recherche d'emploi prend du temps, il faut vraiment être ingénieux pour pouvoir gérer un ensemble de choses, notamment les factures, les dépenses, tout ce qui va venir vraiment faire sortir l'argent de notre poche. Et j'ai donc pensé faire cette vidéo pour partager avec vous les business que j'estime faciles à mettre en œuvre. Quand je dis facile à mettre en œuvre, c'est vraiment des business qui ne demandent pas de faire des études de marché vraiment pointues où vous allez devoir faire des statistiques très lourdes et tout sur des business de niche. Non, c'est vraiment des business qui sont à la portée de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment toute personne qui va pouvoir se savoir capable de développer une des activités que j'ai listées parce que bien évidemment, ce n'est pas de faire le business pour le business, c'est de faire le business pour délivrer la meilleure expérience aux clients. Mais j'ai également voulu partager cette vidéo avec les personnes qui veulent avoir un pied dans le salariat et un pied dans le business parce que même si on est déjà salarié, il y a une réalité qui va certainement apparaître à un moment donné. C'est quoi? C'est que ce qu'on gagne n'arrive pas forcément à couvrir toutes ces dépenses ou alors avec ce qu'on gagne, on ne peut pas toujours faire de grandes projections par rapport à ses projets de vie, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses investissements. Donc, ces business-là aussi peuvent tout aussi bien s'appliquer par quelqu'un qui a déjà un emploi salarié et qui se dit, avec les rêves que j'ai, avec les projets que j'ai, mon salaire seul ne peut pas suffire. Il faut vraiment que j'aille chercher dans quelque chose en lien avec l'entrepreneuriat un complément de revenus. Donc, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir un pied dans le business et un pied dans le salariat. Et c'est des choix de vie qui se comprennent. Il y a des gens qui disent, moi, j'aime le salariat, mais j'aime aussi la possibilité d'avoir un complément de revenus. Ça s'explique vraiment. Et il faut aussi savoir que quand vous avez une entreprise, vous avez des retraitements fiscaux que vous pouvez mettre en œuvre et qui sont vraiment à votre avantage. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui sont la cible de cette liste d'idées business que je vais partager avec vous. Et comme je vous l'ai dit, ce sont les business qui ne demandent pas une grosse connaissance du marché. Pourquoi? Parce que ce sont les business qui s'appuient vraiment sur ce que je vois, la lecture que j'ai de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'immigration. Si vous êtes vraiment attentif, si vous avez une lecture prospective des choses, vous allez vous rendre compte que les mouvements migratoires qui se font aujourd'hui sont tels que la population migrante africaine qui aura dans les pays d'Amérique du Nord d'ici 10 ou 15 ans, elle va littéralement exploser. Statistiquement, je vais peut-être retrouver la statistique qui dit à date le nombre de personnes que le Canada à lui seul a accueilli durant les 10 dernières années. Vous allez voir que c'est un chiffre qui est sans cesse croissant. Ça veut dire que quelqu'un qui a une vision prospective des choses va se rendre compte que ces mouvements migratoires-là créent aussi des besoins, c'est-à-dire les personnes qui partent de leur pays et qui se retrouvent dans des pays d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ont des besoins parce que ils laissent un mode de vie, ils laissent des repères, ils laissent leur terre, mais arrivés sur le territoire, ils aimeraient bien retrouver des éléments qui leur rappellent leur pays, des éléments qui leur rappellent leur culture, des éléments qui les rattachent à leur terre. Vous savez que nous, les Africains, on est tellement attachés
à notre culture, on est très attaché à notre alimentation, on est attaché à tellement de choses. Donc, ces business-là, c'est pas des business qui vont vous demander de grosses études de marché, mais ce sera vraiment des business où il va falloir juste, pas juste, parce que juste là même, c'est ce que je vais dire, c'est pas le plus simple. C'est vraiment de délivrer la meilleure expérience client aux personnes qui vont se rapprocher de vous. Et quand je parle de meilleure expérience client, c'est vraiment d'avoir un effet waouh. C'est-à-dire avoir un effet waouh, c'est-à-dire quelqu'un qui se rapproche de vous et qui bénéficie de votre service se dit, mais, c'est-à-dire, le produit que j'ai eu, c'est du pur jus local. C'est-à-dire, si vous êtes Camerounais ou Gabonais, c'est vraiment, le repas que j'ai pris, c'est du pur repas gabonais. Mais en termes d'expérience client, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait affaire avec une entreprise nord-américaine en termes de qualité de service, en termes d'expérience client. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas des choses compliquées quand vous parlez d'expérience client. C'est vraiment l'heure à laquelle le client va récupérer sa commande, le goût de ce que le client va manger, ou alors le résultat final. C'est aussi le changement, s'il y a un changement, d'aviser suffisamment à temps le client pour lui dire ne vous déplacez pas si c'est lui qui vient chercher, ou alors de lui dire tel que les choses se présentent, on ne pourra pas vous livrer, on ne pourra pas vous servir à temps, mais permettez qu'on vous rapporte plutôt la commande. Vous voyez un peu, c'est des petits détails qui font toute la différence en termes de business. Et ça, je parle de quelqu'un qui maîtrise déjà le savoir-faire. Si vous êtes peut-être dans l'alimentation, dans la cuisine, c'est-à-dire que votre repas est bon, mais l'expérience client que vous offrez est encore plus bonne. Pourquoi? Parce que le client, il est satisfait de ce qu'il mange, mais au-delà, il a envie de continuer à faire affaire avec vous. Mais il y a des services clients qui sont, écoutez, le plat que vous avez mangé est excellent, mais seulement la manière dont on vous a traité comme personne, comme client, ça ne vous donne même pas envie de repartir vers cette entreprise-là. Donc, c'est des détails comme ça qu'il faudra travailler. Et je m'adresse aux personnes qui maîtrisent déjà le savoir-faire. C'est-à-dire, si vous êtes dans le domaine alimentaire, vous maîtrisez, donc vous ne vous essayez pas. Ne venez pas vous essayer sur des territoires comme ça, surtout quand vous dites que vous prenez, vous chargez les gens pour un certain prix. Ne faites pas d'essai, c'est-à-dire soyez vraiment bon. Si vous êtes encore dans une phase d'essai, ayez des éléments qui font quand même savoir aux gens que c'est pas encore le top du top, vous êtes vraiment en train de vous améliorer. Mais quand vous êtes déjà sur le terrain de la compétition, quand vous savez que là, vous êtes vraiment en train d'aller vous challenger avec des personnes qui font la même chose et que vous voulez charger autant qu'elles la connaissance de ce que vous allez délivrer, du produit que vous allez délivrer, le savoir-faire et l'expérience client. Ça dit, il faut pouvoir créer un effet wow chez le client. C'est-à-dire que si c'est peut-être un plat de ndolé que le client va manger, qu'il le mange étant à Trois-Rivières, en se disant, mais l'espace d'un instant, je me suis cru à Bali. C'est-à-dire que il mange un plat de ndolé, mais étant au Canada, mais il a l'impression il a été transporté au pays. Vous voyez. Donc, l'expérience client doit vraiment être la plus optimale, qui crée un effet wow. Et j'ai aussi envie de dire, tous les business que je vais vous donner dans cette vidéo, la stratégie de fixation du prix, c'est une stratégie de pénétration. Si vous avez fait marketing, vous savez exactement ce que c'est. Ça veut dire que vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore une grande renommée, vous n'êtes pas encore connu, vous cherchez à vous faire un nom. Vous n'allez pas tarifer au même titre que ceux qui sont là depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en train de chercher à vous faire un nom, vous êtes encore en train de vous faire une place au soleil. Donc, vous allez faire un prix, vous allez pratiquer des prix qui sont tels que les personnes qui vont être intéressées par ce que vous faites vont vous approcher, mais c'est le prix qui va aussi les attirer. Et une fois que elles seront attirées par le prix, c'est à vous donc de mettre en œuvre ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une expérience client waouh, mais également un savoir-faire hors du commun. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui avait par exemple l'habitude de manger du héros ailleurs et de payer quoi? Je prends un exemple typique. Payer 50, 60 dollars pour un plat de héros et que la personne vienne chez vous et mange le même plat de héros à 30, 40 dollars, je sais pas les prix qui se pratiquent, mais que l'expérience culinaire soit vraiment une extase et que l'expérience client soit encore meilleure. Mais est-ce que vous pensez vraiment que si cette personne-là veut encore manger du héros, elle ira chercher ce plat de héros ailleurs? Non, c'est-à-dire, cette stratégie-là va vraiment vous permettre de fidéliser vos clients. Pourquoi? Parce que, en termes de savoir-faire, vous êtes aguerri, mais en termes de la relation que vous avez avec le client,
vous êtes encore, c'est-à-dire vous êtes encore, c'est-à-dire époustouflant, vous avez vraiment un effet waouh. Et j'ai envie de vous dire, les relations clients, c'est pas des choses très compliquées. Parfois, il suffit juste de vous mettre à la place du client. Vous voyez, parfois, quand vous écoutez les plaintes de certains clients, vous comprenez que le nœud du problème, c'est quoi? C'est que très souvent, le vendeur, le commerçant, l'entrepreneur n'a pas inversé les rôles. Parce que quand je vous dis par exemple, je prends des cas typiques, hein, le client doit venir chercher sa commande à 16 heures. Vous savez qu'un client qui vient chercher sa commande à 16 heures, peut-être va se mettre en route 1 heure de temps avant. Écoutez, c'est pas 30 minutes avant que vous dites au client ne venez pas. C'est-à-dire que vous avez quand même une certaine visibilité sur votre activité. Si vous savez que vous devez livrer un client tel jour à telle heure, quand vous faites vos estimations, à partir du moment où vous vous rendez compte que ça va avoir un couac, cherchez le moyen d'aviser le client, cherchez le moyen de réparer ce qui va se passer si jamais c'est last minute, c'est-à-dire le client a déjà pris la route, trouvez toujours le moyen d'arranger. C'est pas souvent des choses compliquées. Et c'est parfois le fait que le client se retrouve devant le fait accompli, le fait que le client ait l'impression que, mais écoute, je parle, mais j'ai l'impression que ce que je demande là, c'est trop compliqué. Quand c'est des choses du quotidien que le client est en train de vous demander. Donc, sachez toujours vous mettre à la place du client. Et si vous ne pouvez pas vous mettre à la place du client, si vous trouvez que le client est trop exigeant, élevez vos standards. C'est-à-dire, il y a des personnes qui font du business comme si c'était du social, non. Une fois qu'une personne vous donne son argent, c'est pas du social. Elle en veut pour son argent et même plus. Ouais. Donc, euh, travaillez ce côté-là, travaillez ces aspects-là, ces aspects de connaissance client. Soyez vraiment, vraiment professionnel dans la gestion de votre business. Et sur ce plan-là, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de ressources gratuites ou pas chères que vous pouvez mettre en œuvre. Par exemple, si vous voulez créer des flyers, vous avez une solution comme Canva qui est totalement gratuite. Si vous voulez créer des flyers, il y a des systèmes de facturation qui ne vous coûtent pas aussi cher, des systèmes qui vous permettent de réconcilier votre comptabilité qui ne sont vraiment pas chers. Donc, soyez vraiment professionnel. C'est-à-dire que même dans votre, comment je vais dire ça, outfit, si vous êtes dans le domaine culinaire, donnez envie qu'on vienne déguster ce que vous mangez. Vous allez voir que les personnes qui font dans l'alimentaire, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont mettre une charlotte. Si elles ont des ongles, soit ils vont les couper, soit ils vont mettre des gants. Je sais pas pour vous, mais il y a des personnes qui, seulement le fait qu'une personne qui fait de la nourriture le fasse avec des ongles vernis, pour elle, ça bloque déjà mentalement. Ça n'a l'air de rien, mais écoutez, c'est tout un détail. C'est tout un détail. C'est-à-dire que vous mettez juste les gants, la personne se dit, ah, voilà quelqu'un qui prend quand même le soin de se protéger les mains. On ne vous refuse pas d'aller faire votre manucure. Nous, tout on aime avoir une manucure bien faite, mais au moins, elle protège ses mains parce qu'on sait bien que les ongles, c'est des endroits sensibles. Donc, c'est des nids de bactéries. Peut-être, on va dire, oui, vous allez dire, vous allez nettoyer les ongles et tout, mais quand quelqu'un voit, vous savez, le visuel, surtout sur le plan alimentaire, c'est des choses très compliquées. Pareil, vous faites des soins à une personne, vous mettez un masque. C'est-à-dire, vous mettez un masque. Pourquoi? Parce que le client, à un moment, ne veut pas avoir à réfléchir que, mais comment ça va se passer et tout. Vous mettez un masque, vous protégez en même temps le client. Ouais, c'est des petites choses, ce sont des petites subtilités, mais qui font toute la différence. Donc, je sais que j'ai assez élaboré sur cette introduction-là. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous donner les top business que vous pouvez mettre en œuvre une fois même que vous arrivez au Canada. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de se préparer à arriver au Canada peut très bien commencer à se former, peut très bien commencer à apprendre, à réfléchir à comment est-ce qu'il va développer ce business-là. Aller se former dans le domaine qui va forcément captiver son attention ou alors aller se former sur les outils. Comme je le dis, il y a pas mal d'outils gratuits. Si jamais sur le plan technique, vous êtes déjà calé, vous allez apprendre à utiliser les outils techniques. Donc, le premier domaine, le premier business que vous pouvez lancer une fois que vous arrivez au Canada, c'est le business de la coiffure. Ça, vraiment, c'est le business que, c'est-à-dire, comme on dit, le jour même où vous descendez à l'aéroport, vous pouvez vous lancer. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a besoin de se coiffer. Il y aura toujours quelqu'un de la communauté
qui a besoin de se coiffer. Et je vous ai dit, la stratégie ici, c'est d'avoir une tarification, une stratégie de prix qu'on appelle stratégie de pénétration. C'est-à-dire que, comme vous êtes nouvel arrivant, vous n'allez pas tarifer aussi fort que les coiffeurs qui sont déjà là. Vous allez pratiquer un prix qui va attirer les gens et délivrer la meilleure expérience client. Mais quand je dis coiffure, il faut savoir que la coiffure est assez large. C'est-à-dire, quand je dis coiffure là, je vais même encore, c'est un entonnoir, je vais encore rentrer plus en, c'est-à-dire, je vais encore affiner. Mais ici, je parle vraiment de la coiffure homme-enfant. Coiffure avec tondeuse. Vous voyez, quand le dimanche, là, au pays, papa va avec les garçons se coiffer et tout, voilà. À ce niveau-là, vous devez vraiment être au top en matière de coiffure du moment. Vous devez pouvoir faire aussi, offrir des options. Vous voyez, quand quelqu'un se coiffe, surtout quand c'est quelqu'un qui a une bonne touffe de cheveux, qu'il va peut-être diminuer. Il y a des petites choses que les coiffeurs font, c'est-à-dire peut-être faire comme des petites boucles, faire comme un shampoing, rendre les cheveux comme en de petites boucles là, mais c'est vraiment beau. D'autres aussi vont préférer faire comme des twists ou des locks sur leurs cheveux, travailler l'afro. Et là, vous n'avez pas forcément seulement comme cible les enfants et les hommes. Il y a des femmes aussi qui se coiffent ici, donc il faut vraiment être up-to-date. Il y a pas mal de youtubeurs américains qui développent du contenu dans ce sens-là. Ça veut dire que essayez de travailler votre catalogue, essayez de travailler le style de coiffure que vous faites. Essayez vraiment de trouver comment délivrer une meilleure prestation à quelqu'un qui se rapproche de vous, délivrer une prestation optimale à quelqu'un qui se rapproche de vous en termes de coiffure. Vous voyez, les produits que vous allez utiliser. Comment vous allez désinfecter votre tondeuse. Montrez bien aux clients que vous désinfectez votre tondeuse. Que les serviettes que vous utilisez, ce sont des serviettes propres. Ce sont des détails qui font toute la différence. Parfois, le client est assis, il ne vous le dit pas, mais il regarde toutes ces choses-là. Comme je vous ai dit, la coiffure, c'est assez large. Donc, quand je parle de coiffure, je vais ajouter dans cet entonnoir-là des locks. Vous savez que beaucoup de personnes optent pour les locks. C'est un choix personnel. Je ne sais pas pourquoi on prend des locks, mais les locks même seulement, c'est une forme de coiffure que vous pouvez maîtriser. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'apprête à arriver au Canada et qui se demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Si vous ne voulez pas tenir la tondeuse, les locks, c'est une bonne option parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent leurs cheveux ou qui envisagent de les garder sous forme de locks. Et de ce que j'ai compris, les locks, c'est toute une science. C'est-à-dire que seulement l'entretien des locks, là, c'est toute une science. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'une fois qu'on a fait des locks, c'est à vie, non. On repart régulièrement chez le coiffeur pour resserrer ses locks, vous voyez un peu. Donc, même faire les locks là, c'est-à-dire, c'est une compétence qui est bien rémunérée. C'est-à-dire que si vous vous spécialisez dans les locks, vous pouvez faire de belles choses. C'est-à-dire, vous pouvez développer un bon business. Parce que beaucoup de personnes ici optent pour les locks. Donc, voilà aussi une idée de business que vous pouvez développer. Il y a également les tresses. C'est-à-dire, on est d'accord que tresses et locks et coiffure, c'est trois domaines différents. C'est-à-dire, quelqu'un peut se spécialiser dans les tresses et ne faire que des tresses, trouver son compte seulement dans les tresses. Quelqu'un peut se spécialiser dans les locks, ne faire que les locks et trouver son compte dans les locks. Dans les tresses, là, si vous décidez d'être une personne qui fait des tresses, soyez excellent dans les tresses. Honnêtement, de ce que je vois jusqu'ici, la tarification en matière de tresses, je n'arrive pas encore à comprendre l'esprit derrière, en se disant, OK, mais quand elles prennent $300, ça veut dire qu'elles font quoi? Parce qu'il y a des charges derrière, surtout si c'est quelqu'un qui coiffe, qui a pris un espace, qui loue peut-être une chaise dans un salon de coiffure. C'est un peu difficile de se prononcer sur est-ce qu'elle fait trop cher ou est-ce qu'elle ne fait pas trop cher. Mais quand vous le faites à la maison, pratiquez quand même des prix qui attirent les personnes. Et pour vous donner une idée de ce qui se passe avec les tresses, c'est que pour ces fêtes de fin d'année, je voulais faire des tresses à ma fille. Et j'ai donc appelé une personne dont j'avais le numéro et je lui ai demandé si c'était possible de prendre un rendez-vous. La personne m'a dit non. Les seules dates qui étaient disponibles pour les rendez-vous, c'est à partir du 10 janvier. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que avant le 10 janvier, vous ne pouvez pas vous coiffer chez elle. Vous voyez ça? Donc, c'est vous dire qu'il y a une réelle demande. Je vous ai dit, quand vous observez le mouvement migratoire, les populations de nos pays qui viennent, c'est-à-dire le nombre est de plus en plus croissant. Ça veut dire que tous les business que vous voyez au pays sont des business qui vont devoir se développer ici
au Canada, aux États-Unis, bref, dans les pays d'Amérique du Nord, qui sont vraiment les lieux vers lesquels toutes ces populations-là se retrouvent. C'est vraiment les business qui vont se retrouver là, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que c'est un peu lié à notre culture. L'enjeu, ce sera de moderniser, ce sera de servir, comme je l'ai dit, une qualité, de donner une qualité de service qui est vraiment excellente pour que ça cadre aussi avec le milieu où on est. Mais, de manière générale, voilà les business vers lesquels vous allez vous orienter. Donc, je vous ai parlé de la coiffure, je vous ai parlé des locks, je vous ai parlé des tresses. Donc, essayez de vous retrouver pour ce qui est des prix. Essayez de faire du benchmarking, de vous retrouver, de voir qui fait dans ces domaines-là. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est une bonne possibilité que vous avez de créer une vitrine sur ce que vous faites. C'est-à-dire que vous créez une page, même quand vous n'êtes pas encore au pays, au départ du pays, vous pouvez déjà créer votre page dans laquelle vous parlez de ce que vous faites, vous filmez des prestations que vous allez faire, et vous allez annoncer votre avis, vous allez dire désormais, population du Canada, population de telle ville, dépendamment de la ville où vous allez aller, désormais, vous pouvez vous coiffer chez moi à partir de telle date, commencer à booker. Vous voyez un peu, vous montrez votre savoir-faire, vous montrez le behind the scene, parce que les gens pensent souvent que, mais, quand je vais montrer aux gens comment je coiffe, on va tricher. Non. En fait, c'est le lien que vous créez. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est le lien que vous créez avec votre communauté. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais qui vous voit coiffer tous les jours, qui voit votre behind the scene, qui voit comment vous galérez avec votre tondeuse, qui voit un ensemble de choses. À un moment, la personne s'attache à vous. Et vous allez entendre un jour que, mais, je suis quitté de Montréal pour aller me coiffer à quoi? À Québec City. Est-ce que c'est les coiffeuses qui manquent à Montréal? Non, c'est juste que le lien que vous avez créé de manière continue sur vos réseaux a fait que la personne se sente vraiment attachée à vous et vous soutienne de la meilleure des manières en venant vous retrouver à Trois-Rivières et vous faire la recette là-bas, vous voyez. Donc, les réseaux sociaux, c'est également un levier sur lequel il faut vraiment capitaliser quand vous faites des prestations dans votre business. Une fois que vous serez au Canada, donc, je vous l'ai dit, les tresses, vraiment, délivrer le meilleur rendu. Il y a beaucoup de personnes qui font de très belles tresses. Parfois, je regarde ce qu'elles font et je ne suis pas surprise quand je rentre en contact avec ces personnes-là qu'elles me disent, je suis bookée sur toute la semaine. Pourquoi? Parce que quand les gens voient, ils trouvent que c'est beau, ils ont juste envie de vous contacter, de bénéficier de cette prestation-là parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes aussi qui s'essayent. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui s'essayent, mais vous savez, practice makes perfect. Je sais qu'elles vont être aguerries, mais c'est que c'est juste souvent pénible de donner son argent et voir que la personne n'a pas encore le doigté qu'on espérait. Mais voilà, c'est une idée de business à ne pas négliger. L'autre idée de business que je vous recommande, c'est vraiment l'extension de cils. L'extension de cils. Et vraiment, ça n'a l'air de rien, mais vous savez, nous les femmes et l'affaire de beauté là, c'est comme ça qu'on est. Extension de cils, il y a des personnes qui ont des salons qui sont dédiés uniquement à l'extension de cils. Allez apprendre comment faire des extensions de cils, trouver comment vous allez faire cette prestation-là, trouver comment vous allez rencontrer vos clients, mais c'est vraiment une niche qui est intéressante, c'est-à-dire les personnes qui veulent faire la extension de cils. Mais c'est aussi des domaines très réglementés. Il y a beaucoup de ces domaines-là qui sont réglementés. La cuisine, par exemple, la coiffure, dépendamment de la province dans laquelle vous résidez, il faut faire très attention parce qu'il y a des provinces qui exigent que les personnes qui font, par exemple, des repas, qui cuisinent, qui font dans la restauration, aillent voir la commune, la mairie de leur lieu de résidence pour aviser qu'elles font ce projet-là, qu'elles ont une entreprise de restauration et la commune, la mairie va venir visiter les installations et s'assurer que tout se passe dans les normes d'hygiène et de santé qui sont sécuritaires pour le client. Donc, ne prenez pas de risques à ce niveau-là, s'il vous plaît, parce que c'est pas les moyens, c'est pas les moyens pour vous mettre la main dessus qui manquent. Et si on vous met la main dessus alors que vous avez déjà exercé de manière illégale, la facture va être trop salée. Donc, prenez le temps de vous conformer à ce qui est dit dans votre province. Si on vous donne, s'il y a une exigence de conformité sur le plan sanitaire, s'il vous plaît, respectez cette exigence-là. C'est toujours mieux de payer, comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Si on vous donne une facture réglée là et commencez votre activité. Je vous ai parlé de l'extension des cils, mais à l'extension des cils, j'aimerais également rajouter tout ce qui est épilation.
épilation du visage, épilation du corps, si vous y connaissez. Si vous avez déjà été dans les centres commerciaux, vous allez remarquer que il y a des boutiques, il y a des espaces qui sont uniquement dédiés à l'épilation. C'est-à-dire que on ne coiffe pas dans cette boutique-là. On ne tresse pas dans ce salon-là. On ne fait pas de locks. La seule prestation qu'on offre dans ce salon-là, c'est épilation du visage, épilation du corps, épilation des jambes. Donc, si vous vous y connaissez en matière d'épilation, si vous pouvez prendre une formation dans ce sens-là, avant d'arriver au Canada, j'ai envie de vous dire que c'est des services, c'est des prestations que les gens prennent ici. Et il y a des gens qui n'ont des business qui ne sont dédiés qu'à ça. C'est-à-dire que vous rentrez, on ne vend rien. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on épile le visage, on épile le corps, bref, ce n'est que l'épilation. Donc, si vous pouvez vous former là-dedans, c'est une idée qui va être intéressante. Ensuite, il y a la cuisine. Je vous ai dit, quand on regarde le mouvement migratoire qui s'opère vers les pays nord-américains, européens aussi, les personnes qui arrivent vont rechercher des éléments qui les rattachent à leur culture, des choses qui leur attachent, qui leur rappellent leur pays d'origine, des choses qui leur rappellent leur pays d'origine. Et s'il y a quelque chose qui vous rappelle votre pays d'origine plus que toute autre chose, c'est votre repas, c'est ce que vous mangez. Donc, si vous avez de bonnes qualifications, si vous êtes excellent dans la cuisine, si vous savez faire de bons repas, vraiment, c'est une opportunité à saisir. Il y a des personnes qui se spécialisent dans des mets typiquement locaux. Il y a des personnes qui ne font que du héros. Il y a des personnes qui ne font que du ndolé. Il y a des personnes qui ne font que de la braise. Il y a des personnes qui ne font que du beignet haricot bouilli. Il y a des personnes qui ne font que de la sauce gombo. Bref, certains se spécialisent typiquement dans un seul plat. Et j'ai envie de vous dire, la stratégie à ce niveau-là, c'est vraiment comme je vous l'ai dit précédemment. Sur le plan visuel, donnez la confiance aux gens, de voir que vous prenez le temps de cuisiner dans un environnement propre, dans un environnement sain, de protéger vos mains. Par exemple, quand on fait des repas comme le taro sauce jaune, l'idée, c'est de ne pas venir le faire avec une main manipulée. C'est-à-dire, il faudra bien qu'on voit que la main qui manipule, c'est une main qui est protégée. C'est des détails qui n'ont l'air de rien, je vous l'ai dit précédemment, et qui font toute la différence. Donc, en matière de cuisine, je vous l'ai également dit, faites attention à respecter les normes de votre pays, du lieu où vous résidez, la province où vous résidez. S'il y a des normes édictées en matière de lancement d'un business dans la restauration, s'il vous plaît, respectez. Il y a des business aussi où les normes ne sont pas strictes, c'est-à-dire quelqu'un qui coiffe, jusqu'ici, j'ai pas encore entendu qu'on exige à quelqu'un qui coiffe d'avoir, de se rapprocher de la mairie. Je n'ai pas entendu. Si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me faire savoir, mais moi, jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu. Mais par contre, pour la cuisine, je sais que on ne se lance pas dans la restauration n'importe comment, du moins dans la province du Québec. Les autres provinces, je sais pas ce qu'elles en disent, mais ne prenez pas le risque, s'il vous plaît. Ne prenez pas le risque parce que vous allez vous retrouver avec une facture. Écoutez, alors que vous n'avez pas encore commencé, une facture assez salée. Donc, il y a la cuisine. Et quand je parle de cuisine, j'ai également envie de rajouter toutes ces petites choses-là, les jus de fruits naturels, le foléré, le gingembre, le jus de gingembre, ces boissons que nous buvons localement. On va en faire un business ici, c'est-à-dire le foléré, le gingembre, même le gingembre en poudre. Si vous avez le moyen d'acheter un déshydrateur, achetez ce déshydrateur-là et mettez sur pied votre business. Vous savez, quand c'est l'hiver, on cherche à réchauffer la gorge. Il y a ces boissons-là, foléré, gingembre, et vous pouvez même innover, vous pouvez aller au-delà de ce qu'on fait, c'est-à-dire que habituellement, on utilise le sucre raffiné. Vous pouvez dire, vous, votre foléré, c'est un foléré, ou le sucre que vous utilisez, le sirop d'érable, ça coûte cher. Oui, ça fait vraiment produit de niche, mais vous pouvez vraiment innover dans ce sens-là. Vous pouvez créer des recettes qui sortent vraiment de ce qu'on connaît habituellement, ou vous pouvez rester classique et dire, bon, mon foléré, ça sera un foléré typiquement comme au pays avec gingembre et tout. C'est à vous de voir. Vous pouvez également vous lancer dans tout ce qui est vente d'épices, c'est-à-dire les épices de nos pays. Quand on parle de cuisine, on parle forcément d'épices. Donc, quelqu'un qui voudra reproduire un plat de taro ou cuisiner un plat d'un cuit ici au Canada, cette personne aura besoin d'épices. Donc, vous pouvez développer un business autour des épices. Et là, j'ai envie de vous dire que
Vous n'êtes pas forcément toujours, vous n'avez pas toujours besoin d'être à la manœuvre. Vous avez la possibilité de faire des partenariats avec des shops, c'est-à-dire les afro-shops, les commerces qui ont quand même déjà pignon sur eux. Ce que j'aime quand même ici, c'est que les personnes sont très ouvertes, c'est-à-dire que si vous voulez commercialiser vos épices, il faut vraiment que ce soit du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous rapprochez du propriétaire du shop et que vous lui disiez, voilà, moi je vends telle chose, la personne vous donne les modalités, si vous voulez prendre un espace dans mon épicerie, voilà combien ça va vous coûter, vous essayez de discuter. Donc, vous avez pas mal de possibilités de ce côté-là. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas peut-être la force de se mettre sur les réseaux, de faire des vidéos pour montrer comment leurs épices se consomment. Vous pouvez procéder ainsi. Pareil pour les repas. Moi, j'ai découvert dernièrement, là où je vis, une dame qui livre des plats locaux dans un restaurant. C'est-à-dire, elle les met dans le frigidaire. Et j'ai envie de vous dire, quand votre business va grandir, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez faire comme les locaux, les Canadiens font ici. Je vois dans des frigos, je vois souvent de la viande déjà assaisonnée avec le nom de la recette. C'est-à-dire, quand vous arrivez à la maison, vous mettez juste en cuisine. Je vois, si vous mangez par exemple le poulet au beurre, ce plat, je crois il est indien, vous allez voir que ici, la sauce en conserve est déjà fermée. Donc, vous aussi, vous pouvez grandir dans ce sens-là, c'est-à-dire vous commencez par servir des repas, mais avec le temps, vous pouvez faire des repas pré-cuits, vous pouvez faire des repas déjà assaisonnés, de sorte que quand les personnes arrivent à la maison, écoutez, tout ce qu'elles ont à faire, c'est de mettre dans le four ou mettre dans une marmite et manger une fois que le tout est prêt. Donc, c'est vraiment de ne pas voir sur le court terme, de se dire, aujourd'hui, je n'ai pas un gros capital, mais à terme, mon business peut aller à tel niveau. Si votre vision, c'est vraiment un business alimentaire que vous avez décidé de développer, ne vous mettez pas de pression en vous disant, il faut que ça grandisse. Non. Il y en a qui font et qui vont lâcher une fois qu'ils auront terminé une formation, terminé avec le diplôme qui va leur ouvrir certaines portes, mais il y en a qui vont rester là. Mais si vous comptez rester là, ayez quand même une grande vision par rapport à votre business, à vous dire, sait-on jamais, demain, je peux faire des plats que je livre dans les maxi. Parce que jusqu'ici, quand vous allez dans les grandes épiceries, c'est récemment que une épicerie comme IGA a commencé à commercialiser la tiéké, par exemple. Vous voyez? Donc, si vous êtes suffisamment visionnaire, vous allez vous rendre compte que, comme je vous disais, la population africaine qui arrive sur ces territoires-là, ça ne sera pas une population qu'on va prendre à la légère. C'est-à-dire que quand on a un certain nombre de personnes qui viennent et qui sont déjà en termes de nombre assez puissants, le business, c'est le business. On va se rendre compte que si un supermarché, une enseigne comme Maxi se rend compte que si on vend les mets locaux des personnes qui viennent de ces pays-là, des ressortissants de ces pays-là, nous, ça nous assure un certain chiffre d'affaires. Écoutez, il faudra qu'il y ait des fournisseurs. Et c'est qui les fournisseurs? C'est vous qui faites dans la cuisine, c'est vous qui vendez les épices, c'est vous qui vendez les produits typiques de là-bas, donc de nos pays. Donc, ayez quand même de la vision par rapport à ça. Vous abordez ces enseignes-là. Moi, je vous ai dit, tant qu'elles ont leur compte, tant qu'elles sont sûres que il y aura une demande et que il y aura une rentrée de cash, c'est des partenariats auxquels ils sont toujours ouverts. Donc, je me résume, vous avez les afro-shops qui peuvent être vos partenaires, mais vous pouvez également aller vers les grandes enseignes comme Maxi. Pourquoi? Maxi, quand même, c'est quand vous allez dans un supermarché comme Maxi, ce que vous achetez, vous voyez quand même que vous en avez pour votre argent. Donc, c'est de grandes enseignes qui ont quand même une grande représentation territoriale. Dépendamment aussi de votre province, vous pourrez voir quel est le supermarché avec lequel vous pourrez faire affaire. Donc, si vous êtes en vente si vos épices sont en vente dans un supermarché comme Maxi, vous imaginez un peu en termes de flux, le nombre de personnes qui vont passer, le nombre de personnes qui vont être dans ce supermarché-là, l'exposition que vous avez. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Je vais terminer cette vidéo des top idées business par les services. Donc, j'ai d'abord parlé de tout ce qui est beauté, et ensuite parler de tout ce qui est culinaire, mais je vais également achever sur les services. Et quand je parle de services, je parle vraiment de toutes les prestations de services que vous pouvez offrir. Typiquement, je vais pas être exhaustive. Déjà, même dans les business que j'ai listés jusqu'ici, je n'ai pas été exhaustive, mais
je voudrais que vous regardiez vers des business comme assistante virtuelle. C'est-à-dire si vous avez de bonnes connaissances sur le plan administratif, gestion des agendas, facturation, des choses comme ça, vous pouvez développer un business. Il faut savoir que le Canada, c'est un pays dans lequel les gens entreprennent beaucoup. Et l'un des gros enjeux de tout entrepreneur, c'est la gestion de son temps. Il y a des tâches, des activités qui sont assez chronophages qu'on voudrait vraiment s'épargner quand on est entrepreneur. Donc, si vous développez un service d'assistante virtuelle, c'est-à-dire que pour un entrepreneur, vous gérez ses courriels, vous gérez son agenda, vous prenez ses rendez-vous, vous répondez au téléphone à sa place, ça dépendra vraiment des prestations. Je vous invite aussi à benchmarker autour pour voir un peu les prestations que les assistants virtuels offrent généralement et vous allez voir que si c'est un domaine dans lequel vous êtes confortable, vous pouvez vous faire une place. Si vous savez gérer les réseaux sociaux aussi, c'est également une tâche qui est chronophage pour pas mal d'entrepreneurs, c'est-à-dire que il voudrait se concentrer sur son activité, aller chercher ses clients, discuter avec ses clients, se concentrer sur ce qui fait rentrer de l'argent. Et si vous venez vraiment comme un appui, comme une personne qui lui permet de gérer ses réseaux sociaux, de gérer son agenda, de faire sa facturation, vous voyez que c'est tout bénéfique. Il a tout intérêt à le faire. Et ce qui est bien ici, c'est quoi? C'est que les gens ont conscience que c'est un besoin et ils sont prêts à payer. Je ne dis pas qu'ils vont forcément payer à la hauteur de vos attentes, mais c'est quand même un besoin qui est présent et les gens sont conscients que c'est un besoin pour lequel il faut payer. C'est-à-dire que si en face, ils ont une personne compétente qui leur montre vraiment que ce sera fait avec professionnalisme parce que, vous savez, le risque aussi, quand quelqu'un gère vos réseaux sociaux ou répond à vos courriels, le risque c'est quoi? C'est qu'à un moment, le client se dise que c'est quelqu'un qui ne le considère pas à sa juste valeur. Vous voyez, les caprices de clients. C'est même pas toujours des caprices de clients. C'est que parfois même la personne qui vient comme assistant virtuel n'a pas idée du niveau de professionnalisme que ça demande d'être une assistante virtuelle et va peut-être répondre d'une certaine façon. Donc, c'est aussi un risque. Donc, c'est à vous vraiment de montrer à votre client que vous savez être professionnel dans ces situations-là, que vous savez prendre conscience que le client, c'est le client. Il y a des façons de parler. Si vous administrez la communauté de la personne, si vous êtes un community manager, si c'est vous qui gérez ces réseaux sociaux, vous êtes conscient qu'il y a une certaine façon de s'adresser à sa communauté, de parler sur les réseaux. Quand c'est vraiment un enjeu challenger, autant se référer à la personne que de prendre les devants et de répondre d'une manière qui peut salir son image. Parce que, vous savez, les réseaux sociaux, c'est live. C'est-à-dire que ce que vous avez dit là, même si vous venez supprimer, il y a quelqu'un qui a supprimé, qui a screenshoté et c'est parti. Et quand c'est parti, on ne sait pas où ça peut se retrouver. Donc, si vous êtes vraiment quelqu'un qui est professionnel, je dis professionnel, parce que ici, la relation client, ça ne joue pas. Vous-même, vous avez déjà remarqué des enquêtes. Chaque fois, on vous appelle pour vous demander comment vous avez apprécié le service qui vous a été rendu par telle institution. On vous appelle pour vous demander est-ce que vous avez été satisfait par nos services. Donc, c'est vraiment, le client est vraiment chouchouté ici. Donc, si vous savez que c'est des choses que vous pouvez faire de manière professionnelle, c'est également une idée de business qui peut vous intéresser. L'autre idée de business que je voudrais partager avec vous ici, c'est l'entreprise de nettoyage. Je parle d'entreprise de nettoyage, pourquoi? Parce que il y a tellement de prestations autour du nettoyage dont vous pouvez vous approprier, que vous pouvez mettre en œuvre. Je vous parle seulement des vitres, c'est-à-dire juste les vitres. Il y a des entreprises au Canada qui sont spécialisées dans le nettoyage des vitres, seulement des vitres, c'est-à-dire que quand l'été approche là, c'est des entreprises qu'on contacte seulement pour nettoyer des vitres. Et quand je parle de nettoyage, ça va au-delà des vitres, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, une maman par exemple, elle a ses enfants, elle ne voudrait pas toujours avoir à gérer le ménage parce que vous savez ici, on court tellement après le temps que quand on a un petit moment de répit, on voudrait s'éviter certaines choses. Donc, si vous pouvez mettre sur pied une entreprise de nettoyage, c'est une idée où il y a il y a un gros marché. Mais j'ai pas envie de dire que c'est un marché qui est facile à aller conquérir. De manière générale, les personnes ici fonctionnent à la recommandation. Parce que quelqu'un qui vous ouvre sa maison, c'est pas facile. Les relations de confiance ici, c'est-à-dire que c'est
c'est le lien, c'est la base de tout business. Beaucoup de personnes, même quand vous allez entendre les gens se plaindre, ils vont dire, mais pourquoi vous voulez toujours qu'on soit référé? Pourquoi vous voulez toujours qu'on soit recommandé? Parce que la relation de confiance est un élément fondamental. Donc, ce n'est pas non plus impossible de mettre sur pied une entreprise de nettoyage. J'ai juste envie de vous dire que, dépendamment de la niche, de la cible que vous allez viser, c'est possible que vous ayez, comment dire, vous devriez travailler énormément pour approcher de cette cible-là et qu'elle accepte de bénéficier de vos services. Si c'est une entreprise de manière générale, c'est-à-dire que une entreprise avec ses locaux, ça sera moins challengeant que des particuliers. Pourquoi? Parce que l'entreprise, on n'a pas d'affaires privées, c'est des ordinateurs qui sont branchés, il y a des caméras qui sont branchées. Il y a certainement un enjeu de confiance, mais le risque que vous allumiez un ordinateur et que vous rentriez dans la session de quelqu'un, c'est quand même limite parce qu'il y a un mot de passe, etc. Mais quand vous rentrez dans la maison de quelqu'un, c'est sa maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra dans la maison d'une personne. C'est-à-dire que la personne s'ouvre vraiment à vous. Donc, de ce côté-là, il faudra vraiment travailler la relation de confiance. Il faudra s'armer de patience surtout. Parce que c'est vraiment un client qui va vous faire confiance et qui va vous ouvrir d'autres portes. Vous voyez, parfois ça part d'un seul client. C'est un seul client à qui vous allez délivrer ce que j'appelle l'expérience waouh et qui va dire, OK, je vois que vous êtes une personne de confiance. Parfois même, la personne vous aura, on va dire quoi, tendre quelques petits pièges pour voir, quelques petits pièges, pardon, pour voir un peu comment vous réagissez. Et la personne va se rendre compte que vous êtes effectivement une personne de confiance et vous référez à d'autres. Donc, dépendamment de la niche, quand il s'agit de l'entreprise de nettoyage, armez-vous de patience, mais soyez ingénieux. Comment vous allez aborder les gens, comment vous allez présenter ce que vous faites, comment les assurances que vous allez donner aux personnes, la garantie que vous allez donner à la personne sur votre professionnalisme, c'est des éléments sur lesquels il faudra énormément travailler. Et j'ai aussi envie de vous dire, quand vous allez sur des domaines comme le nettoyage, c'est des domaines où il y a de gros risques, comme pour la cuisine. Mais c'est des domaines où il y a des risques que un appareil ou un objet se brise dans la maison d'un client, les risques que vous-même vous blessiez, les risques qu'il y ait des dommages. Donc, pour que vous ne vous retrouviez pas dans des situations inconfortables, je vous recommande, si vous allez vers ces options-là, l'entreprise de nettoyage, de vous protéger avec une assurance. C'est très important. Certaines personnes vont trouver que ça coûte cher, c'est inutile, mais c'est énorme en termes de protection, d'avoir une assurance. Parce que si vous allez chez un client et que sans le vouloir, un objet se brise, un objet de valeur se brise, si vous devez le payer de votre poche, je ne suis pas sûre que vous pourrez, parce que ça va coûter certainement cher. Mais si vous avez une assurance qui vous protège, c'est toujours mieux. Donc, quand je dis ça, c'est pour dire qu'il y a des entreprises que vous devriez formaliser, mais peut-être avant de les formaliser, vous pouvez travailler sous le couvert d'une autre entreprise. C'est-à-dire que vous savez que vous envisagez de lancer votre propre entreprise, mais vous voulez déjà savoir comment ça marche. Donc, vous allez certainement travailler avec quelqu'un d'autre. La personne va vous montrer les rouages du métier, vous montrer comment ça marche, comment elle bâtit son réseau, comment elle garde son relationnel, sans pour autant venir manger sur le même terrain que la personne qui vous aura formé. Vous pouvez décider de déménager dans une autre ville une fois que vous aurez acquis cette expérience-là et d'aller développer votre business dans une autre ville. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment avoir ces perspectives-là quand il s'agit de ce type de business. La dernière idée de business que j'aimerais partager avec vous, c'est une idée qui m'est venue face à mon propre besoin. C'est-à-dire que c'est un besoin que moi-même j'ai eu et je me suis dit, c'est vraiment une idée de business à laquelle il faut penser. Il s'agit de quoi? Il s'agit des téléphonistes. Il faut remarquer que beaucoup de personnes ont des services qu'ils proposent au Canada. Mais la prospection, l'activité de prospection, c'est une activité qui est tellement chronophage, qui vous prend tellement de temps que parfois, vous avez juste besoin de dire à quelqu'un, écoute, moi, je te délègue tout ce qui est prospection.
Je veux juste que tu me prennes des rendez-vous, que tu me cales des rendez-vous avec des prospects et je paye la facture. Vous voyez un peu. Donc, être téléphoniste, c'est vraiment être une personne qui comprend les enjeux de son client. Le client, dans ce cas-là, c'est la personne qui vous appelle et qui vous dit, voilà, j'ai une liste de prospects à qui je veux parler de telle chose, avec qui je voudrais avoir un rendez-vous. Donc, il faut pouvoir comprendre les enjeux de ce que la personne fait, comprendre même ce qu'elle fait et bâtir un discours de vente qui fait en sorte que finalement, les prospects que la personne cible acceptent de prendre un rendez-vous. Et c'est pas quelque chose, c'est pas la chose la plus facile. C'est pas la plus difficile non plus, mais c'est pas quelque chose de facile. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans un environnement où il y a beaucoup de choses qui se sont faites, de sorte que beaucoup de personnes, quand vous les appelez, elles sont réticentes même seulement à continuer la discussion avec vous. Vous voyez, il y a tellement de cas je ne peux pas dire le mot ici, il y a tellement de cas de situations qui ont fait en sorte que les gens n'ont plus confiance. Les gens, même quand on les appelle au téléphone, quand ça devient déjà une affaire où il y aura de l'argent, de la vente et tout, les gens se braquent. Les gens se braquent. Et si vous êtes donc quelqu'un qui est téléphoniste, si vous décidez de lancer une entreprise de téléphoniste, pour pouvoir vous préparer à toutes ces éventualités-là. Parce qu'il y a des personnes, elles décrochent le téléphone, elles sont tout enjouées quand vous commencez à parler, mais dès qu'elles se rendent compte que c'est du marketing et tout, elles se braquent. Vous, de votre côté, il faut comprendre exactement ce que la personne qui est votre client, quelles sont ses attentes, pouvoir vite vous mettre dans la peau de ce que la personne est en train de commercialiser, quel service elle commercialise, est-ce que c'est quelqu'un qui vend des produits financiers, est-ce que c'est quelqu'un qui vend des produits de beauté, c'est quoi le produit qui est vendu, et pouvoir adapter votre speech de sorte que les personnes qui sont les prospects aient envie de prendre un rendez-vous. Donc, c'est ça le challenge. Et je vous disais que beaucoup de personnes cherchent des téléphonistes en ce moment. Beaucoup de personnes recherchent des personnes qui ont cette capacité-là de comprendre ce qu'elles font, de délivrer un speech pour décrocher des contrats, mais c'est rare, c'est rare. Quand je vous dis ça comme ça a l'air facile, mais il faut vous retrouver en situation pour comprendre que face aux objections des clients, tout le monde n'est pas préparé. Donc, être téléphoniste, c'est une bonne niche, c'est une bonne activité, mais il faut vraiment avoir des compétences en marketing qui sont vraiment pointues pour pouvoir non seulement faire en sorte que le client baisse les armes et accepte de prendre un rendez-vous. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des emplois autonomes. Les emplois autonomes, c'est vraiment des business, on va dire, qui sont relativement faciles d'accès, mais qui sont quand même régis par un ensemble de conditions. On va certainement vous demander d'aller chercher une certification, d'aller vous chercher une autorisation, de faire une formation, mais c'est pas une longue formation qu'on vous demande de faire. Et les emplois autonomes ont un gros potentiel, ça il faut le dire. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des emplois autonomes auxquels vous pouvez accéder quand vous êtes au Canada. Et le bon côté avec les emplois autonomes, c'est que, comme avec ces business-ci, vous pouvez avoir un pied dans votre business et un pied dans votre business d'employé autonome. L'autre bon côté, quand vous êtes employé autonome, c'est que vous pouvez facilement migrer, sortir du salariat et être totalement dédié à votre business d'emploi de travailleur autonome. C'est pareil aussi pour les business dont je vous ai parlé ici. Mais c'est vraiment, comme je vous ai dit, des business, des activités qui ont un gros potentiel et dont on n'a pas souvent conscience. Donc, je vais vous parler dans une prochaine vidéo de ces emplois autonomes-là, comment y accéder, les conditions pour y accéder, les restrictions, parce que oui, quand vous êtes travailleur autonome, il y a des restrictions, il y a des métiers que vous ne pouvez pas exercer et être employé autonome ou travailleur autonome. Je vous prépare ça pour une prochaine vidéo. Sinon, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez été édifié par la liste des business que je vous ai présentée ici? Est-ce que vous pensez qu'il en manque? N'hésitez pas à nous laisser savoir. Est-ce que vous en pratiquez déjà? Comment ça se passe jusqu'ici? Est-ce que c'est lucratif? Quels sont les conseils que vous donnerez à quelqu'un qui s'y lance? On a hâte de vous écouter. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.